Donc bonjour les amis, je suis arrivé en avance au gymnase pour faire justement cette petite vidéo. Donc nous sommes samedi, je voudrais faire juste encore une petite mise au point sur les termes employés dans le monde du sport, ce qu'on appelle les activités physiques et sportives. Donc je rappelle que j'ai une licence TAPS, les sciences techniques des activités physiques et sportives, un brevet d'État, un BPGEPS, un diplôme universitaire d'évaluateur préparateur sportif, et je pratique les arts martiaux et les sports de combat depuis 54 ans maintenant, et j'enseigne depuis, on va dire, non officiellement, c'est-à-dire en tant qu'assistant du prof de karaté de Royan, depuis 1975 à peu près, 15-76, voilà. Donc ça me gêne un peu quand on met ma parole en doute. Hier, j'expliquais dans un live qu'en fin de compte, quand quelqu'un vous dit « je vais vous faire un programme de muscu », ça ne veut absolument rien dire du tout. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la muscu? Muscu, ça veut dire musculation. Qu'est-ce que c'est? Renforcement musculaire. Dans quel but? Et est-ce que vous voulez du renforcement musculaire ou est-ce que vous voulez simplement tonifier votre muscle donc pour une pratique sportive? On ne tonifie pas un tennisman comme on va tonifier quelqu'un qui fait de la varap, de l'escalade, ou un judoka. On est quasiment dans la kiné là, tu vois, c'est-à-dire on essaie de trouver les points faibles, par l'évaluateur trouve les points faibles, et le préparateur physique va justement combler justement les carences d'un sportif dans le but de la performance. Ça, c'est la PPRM, préparation physique, renforcement musculaire. Je dirais renforcement musculaire par une préparation physique pour performer dans un sport particulier. Les gens qui me disent « moi je veux un programme musculaire pour maigrir, perdre du gras, prendre de la force, prendre du volume, être plus rapide, être plus souple », je répète ce que j'avais dit il y a quelques années, il faut 2 mois pour asseoir une qualité physiologique. C'est-à-dire il faut 2 mois pour travailler la souplesse, 2 mois pour avoir la force, 2 mois pour avoir le volume, admettons, 2 mois pour avoir un cardio, etc., etc. Donc arrêtez de me dire je veux un programme pour grossir, perdre du poids, perdre du gras, prendre du muscle, être plus souple, être plus rapide et être plus fort. Ça c'est impossible. Je veux dire naturellement, c'est impossible. Après, avec des tas de drogues, il n'est pas possible, comment on appelle ça, des hormones de croissance, des brûleurs de graisse comme le clenbutérol, des anabolisants comme ce qu'on appelait le dianabol autrefois, et qui existe encore d'ailleurs, hein, mais il y en a tellement d'autres. Donc, naturellement, c'est pas possible. Je veux dire, sans danger, c'est pas possible. Ce qui est important dans une vie, on va dire, c'est de durer. Et pour un homme, pour un garçon, l'important, c'est de devenir fort pour être utile, pour protéger sa compagne, ses enfants. C'est son rôle. C'est le rôle du spartiate, c'est le rôle du père, c'est le rôle du guerrier. On n'en parle pas chez nous, mais on en parle beaucoup dans les pays slaves, hein, comme tous les anciens pays de l'URSS, vont faire la journée du défenseur, la journée du héros, c'est-à-dire tous les hommes qui sont morts à la guerre pour défendre leur patrie, leurs parents et leurs enfants. Donc le rôle du père, le rôle de l'homme, c'est défenseur. Maintenant, ce que je vois souvent, c'est des jeunes qui ont 17, 30 ans, qui critiquent les boomers, mais qui leur demandent comment on fait pour se viriliser, comment on fait pour avoir plus de courage, comment on fait pour être sûr de soi, comment on fait pour prendre de la force. Bah oui, ils n'ont pas service militaire, ils ont pratiquement plus de sport à l'école, c'est complètement débile. Les poids qu'on lançait, nous, à l'époque, ils faisaient 8 kilos pour les garçons, maintenant ça doit être... peut-être 6 kilos, peut-être. Si jamais ils continuent à lancer des poids, quoi. Tu vois. Bientôt, le 100 mètres, ce sera plus que le 80 mètres ou le 50 mètres. Donc, ça devient de pire en pire. Bon, il y a un but caché derrière. On n'a plus envie de faire des soldats, quoi. On n'a plus envie de faire des gens qui pourraient se révolter, on va dire, tout simplement. Mieux maintenir les gens dans un seuil de maladie, et de maladies pas trop graves, hein, juste ce qui peut rapporter à ceux qui fabriquent les maladies et les médicaments.
Je vous conseille de lire La paix indésirable, par exemple, le Codex Alimentarius, des choses comme ça, qui vous expliquent tout simplement ce qu'il en est. Maintenant, j'ai parlé hier, justement, dans mon live, des différents aspects de cette musculation, c'est-à-dire la préparation physique dans le but de performer dans un sport, mais qui fait du cyclisme, il n'a pas intérêt à travailler, par exemple, pour faire du soulevé de terre ou du développé couché, quoi. C'est pas trop intéressant, quoi, tu vois. Sur son vélo, il va tirer et il va pédaler, donc tirer le guidon et pédaler, donc c'est encore un rapport. À quelqu'un qui fait de l'escalade, on va pas lui faire les jambes, travailler des jambes en force et en volume, enfin en volume, je veux dire, mais vaut mieux le faire travailler en souplesse active, en travaillant en isométrie. Donc c'est intéressant. Quelqu'un qui fait travail du saut en longueur, on va pas lui faire travailler le volume, on va lui travailler en statodynamique, en pliométrie, par exemple. Donc, pour ceux qui ont acheté ma formation muscu le savent très bien. Donc, je répète quand même, vous avez le travail de l'haltérophilie. Donc, on travaille un mouvement rapide avec une technique très particulière. On est dans le mouvement de force-vitesse, donc la puissance, force-vitesse. Si vous faites du kettlebell, et particulièrement du marathon kettlebell, là, vous travaillez sur force, puissance, endurance. Et résistance à la douleur quand même, hein, d'accord ? À savoir que si vous prenez une kettlebell pour faire des mouvements de muscu, pourquoi avoir une kettlebell, quoi ? Il vaut mieux acheter une haltère que l'on peut charger plutôt que d'acheter 10 kettlebells. La kettlebell, c'est fait pour faire de la kettlebell. Si vous faites du crossfit, vous allez faire un petit peu de tout. Un petit peu d'haltéro, un petit peu de plio, un petit peu de statodynamique, un petit peu d'endurance. On a beaucoup discuté avec les intervenants et les professionnels de l'université de la fac de sport. On va dire que le principe même de ce sport-là, c'est juste faire des compétitions de ce sport-là, quoi, je veux dire. Parce que, est-ce que c'est bon pour le cœur ? Pas sûr. Hein. Est-ce que travailler lourd en répétition très très longue, c'est bon pour le cœur ? Pas forcément. Ça va muscler l'endocarde. Bon, c'est comme le mec qui fait que des marathons va muscler le péricarde mais pas l'endocarde. Celui qui fait que du soulevé lourd ne va travailler que l'endocarde. Donc c'est CrossFit. Ça ressemble un petit peu au parcours du combattant, à ce que faisaient les Spartiates, la gymnopédie, mais c'est encore différent. Calisthénie, gymnopédie, parcours, tout ça, c'est très intéressant, très sain surtout. Donc, j'ai parlé de l'haltérophilie, j'ai parlé de la préparation physique, PPRM, j'ai parlé du kettlebell. Vous avez le bodybuilding qui est uniquement le culturisme, donc on cherche à faire du volume, la force n'est pas du tout nécessaire, on cherche à être esthétique et équilibré, que tous les muscles soient équilibrés. Vous avez quelqu'un comme Mike Menzer qui a eu 300 points sur 300 à la compétition de Monsieur America, alors je ne me rappelle plus, dans les années 80. Personne ne l'a battu. Ceux qui sont intéressés par sa méthode, j'ai sa méthode que je vends, pas cher du tout, hein, sur Internet. Ensuite, vous avez le powerlifting. Le powerlifting, là, c'est simplement de tirer des poids le plus lourd possible. Alors, généralement, c'est soulevé de terre, développé couché, quoi. Ça, c'est les mouvements principaux. Vous pouvez faire du biceps aussi. Vous calez contre un mur, alors je vous conseille d'avoir une barrezette pour épargner vos poignets, et vous travaillez sans à-coups surtout. Voilà, c'est l'inverse d'un mouvement d'haltéro où on va travailler tout le corps. Si vous voulez, le bodybuilding, on va travailler un maximum de contraction avec un minimum de muscles pour isoler un maximum un muscle, alors qu'en haltéro, par exemple, voire en crossfit, voire en kettlebell, on va travailler un maximum de muscles avec une impulsion, de façon à économiser justement notre travail musculaire. Donc on travaille un maximum de muscles pour que le corps
est une contraction globale, et 10% dans les bras, 10% dans les épaules, 10% dans les hanches, 10% dans les jambes, 10% dans les mollets, etc., etc. Alors que si on veut travailler un muscle, par exemple, comme les épaules, en culturisme, on va faire des élévations latérales tout douces, comme ça, là, et puis on va bloquer un petit peu, on va descendre, pour que ça soit pratiquement que les deltoïdes externes qui vont travailler. Si vous voulez faire le même mouvement, si vous voulez dans un mouvement dit kettlebell, vous allez jeter avec une ondulation, et à ce moment-là, c'est plus les lombaires et les jambes qui travaillent que les épaules. Les épaules, vous allez les travailler une fois qu'ils sont en l'air, vous allez freiner. Effectivement, là, vous travaillez en résistance négative, vous travaillez sur la partie excentrique ou la partie isométrique, pourquoi pas. Voilà, donc vous voyez un petit peu quand quelqu'un vous parle de muscu, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous voulez être plus endurant? Est-ce que vous voulez être plus souple? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez prendre du poids? Est-ce que vous voulez perdre uniquement du gras? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, prendre que du volume pour plaire? Voilà, mais est-ce que vous voulez faire tout à la fois? C'est pratiquement impossible. Maintenant, on va parler des arts martiaux, les amis. Donc j'ai trouvé important les arts martiaux. L'art martial, je l'ai montré dans plusieurs interviews, dont quelques-unes qui ne sont pas encore sorties, que l'art martial au départ au Japon c'est quelque chose de très très précis. L'art martial c'est les samouraïs, les guerriers, les bushi exactement, les gens dont c'est le métier qui se font la guerre. Des soldats. Évidemment, ils peuvent aller récolter des paysans de leur région pour aller combattre avec eux en les formant avec une pique, comme ça se faisait en France aussi, en Europe, en Occident à l'époque. Mais quand les Français sont arrivés là-bas, c'est-à-dire la mission chanoine avec... comment il s'appelle, celui qu'on a appelé le dernier samouraï, hein, le capitaine Jules Brunet, 1864, hein, donc je pense, c'était... on a armé le Japon. Il y a même un livre magnifique qui s'appelle « Quand la France armait le Japon », où ils expliquent les munitions. Alors, bien sûr, au départ, ça a été surtout la marine, entre Bordeaux et puis, je ne sais plus quel Yokohama ou un nom comme ça. Et il y avait des relations commerciales et militaires, depuis déjà très longtemps, 18e siècle déjà, 18-19e siècle. Ensuite, 1864, les Français, donc l'armée de Napoléon III, hein, sont arrivés là-bas avec les fusils, je crois que c'était Chassepot, le revolver Perrin, le canon de peut-être 50, je crois, 30 ou 50, la baïonnette au bout du fusil, le télégraphe, les ballons pour observer, ils ont installé des trains, des télégraphes, je vous l'ai dit, ils ont commencé à instituer le service militaire, ils ont commencé à prendre des paysans qui n'avaient jamais touché une arme, et ça leur a été totalement interdit, pour devenir des guerriers. Vous le voyez dans le film, en gros, Les Derniers Samouraïs, où des gens qui sont pas faits pour faire la guerre, car qui paniquent devant une charge de bushi. Vous direz de samouraï si vous voulez. Samouraï c'est fonctionnaire, hein, c'est employé, fonctionnaire, et voilà. Et bushi c'est une caste de guerriers. Comme chez les Romains vous aviez les équestres, c'est-à-dire ceux qui étaient à cheval, hein, qui étaient des cavaliers, ce qu'a donné les chevaliers chez nous par la suite. Hein. Donc c'était quand même des gens qui étaient faits pour le combat, qui protégeaient donc le peuple. Et donc ça, c'était les samouraïs, ou bushi, ou guerriers, si vous voulez, de l'époque des samouraïs, jusqu'en 1864. Après, ils ont fermé ils ont enlevé supprimé, dirais-je, ou aboli la caste des samouraïs, hein, qui ont reçu une pension, comme les demi-soldes, ce qu'on appelait les demi-soldes de Napoléon, hein, des soldats qui étaient retraités de l'armée napoléonienne et qui recevaient une demi-solde. Hein. Ensuite, vous avez donc ces samouraïs qui sont devenus fonctionnaires, les daimyos qui sont devenus des préfets. Hein. Si vous visitez des châteaux au Japon, vous, comme le château d'Iga par exemple, vous voyez le costume du daimyo de l'époque, hein, de 1800 et des poussières. C'est un costume de préfet napoléonien avec le bicorne, l'épée, le sabre napoléonien, comme vous voyez par exemple l'empereur qu'on a appelé Meiji, qui est en uniforme occidental.
Donc à partir de là, l'art martial japonais, c'est devenu l'art martial français. Ensuite, il y a eu des bagarres entre guillemets entre les fournisseurs d'armes, et puis les Américains et les Allemands ont fourni aussi pas mal d'armes. 1905, la bataille de Port-Arthur, c'était des amiraux qui avaient fait l'école militaire en France, qui avaient fait Saint-Cyr et autres écoles, et qui étaient bien sûr chapeautés par les Français sur place, parce que c'est un petit peu comme ce qui se passe en ce moment. On vous dit qu'il n'y a pas d'instructeur ou qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'efforts spéciaux et tout ça en Ukraine. Évidemment qu'il y en a, comme avant la guerre du Vietnam, il y en avait au Cambodge, tu vois, à la frontière, quoi, et même qui franchissaient la frontière, évidemment. Et ben là, c'est pareil. Donc, à la bataille de Port-Arthur, c'était carrément sous la houlette d'un grand amiral français. Mais on a dit les Japonais ont gagné, voilà, contre les Russes de l'époque pour avoir l'île, je crois que c'est Sakhalin. Voilà, et agrandir leur territoire. C'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. Tous ceux qui vivaient là, tous les Russes qui vivaient là, se sont retrouvés japonais. D'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du sambo. C'est l'objet d'une autre vidéo, si vous voulez. Donc, vous avez cet art martial-là qui devient l'art martial de chez nous, qui grandit en 1940. Alors avant 1940, en 1930, les Japonais attaquent la Chine. Ils y vont pas avec des samouraïs à cheval, non, ils y vont avec des tanks, ils y vont avec des avions contre des pauvres Allemands des pauvres Chinois qui eux ont des casques allemands d'ailleurs. Pratiquement à l'époque, qui sont un peu perdus. Donc ce sont des gens en uniforme français ou allemand, d'ailleurs les Japonais, qui attaquent des Chinois, et puis ça continue comme ça, quoi. C'est-à-dire quand je dis ça continue, ça modernise l'équipement militaire, donc vous avez des chars qui sont des lance-flammes, vous avez des roquettes, vous avez des avions, suicides, vous avez des roquettes suicides, bref, vous avez une police militaire, la Kempeitai, qui suit très très bien le Bushido, comme les nazis d'ailleurs, qui adoraient le livre de Nitobe, Bushido, écrit en 1900 en anglais, je vous rappelle, aux États-Unis, par quelqu'un qui n'a pas vraiment connu le Japon, puisqu'il vivait à Hokkaido, dans une concession de prêtres hollandais qui étaient des prêtres chrétiens, je veux dire une secte chrétienne des Quakers. Et donc, voilà, il a inventé un truc qu'on appelle le Bushido, que les Japonais ont découvert en 1906, puisque ça a été traduit en 1906. Et qui n'a rien à voir avec ce que faisaient les samouraïs. Par contre, les Japonais modernes, c'est-à-dire les Japonais des années 20, 30, 31, ont énormément utilisé le Bushido, c'est-à-dire ce livre-là. Et d'ailleurs, les dirigeants SS adoraient aussi ce livre-là, parce que c'était « on va mourir pour le Führer, pour l'empereur, voilà, bref. » Que les samouraïs n'ont jamais pu suivre. C'est un code inventé totalement par Inazo Nitobe. Donc, vous avez l'art martial, voilà. Donc ça, nous, on appelle ça l'art martial quand on fait du judo, aikido, karaté. Est-ce que les militaires actuels au Japon ou en France font du judo, aikido, karaté? Alors, ils peuvent faire du judo, aikido, karaté dans le civil, comme ils peuvent enseigner et pratiquer dans le cadre militaire du judo, l'aïkido, du karaté. Est-ce qu'ils le font en treillis et en rangers avec un casque, un sac à dos et un fusil? Non. Est-ce qu'ils s'en servent sur le champ de bataille? Ben non, parce qu'avec un casque, un fusil, un sac à dos, des rangers, un pare-balles et tout ça, on va avoir beaucoup de mal à faire du judo ou du karaté. On tape pas sur un pare-balles comme on peut pas taper sur une armure faite pour recevoir des coups de sabre à coups de poing en disant moi, Shotokan, mon coup de poing, il peut traverser les armures. Aucun samouraï n'a rencontré le Shotokan, qui a été créé dans les années 35-36, 1935-36, alors que les samouraïs ont disparu en 1872
Je le répète, d'accord? Aucun samouraï n'a pu rencontrer du karaté, étant donné que le karaté arrive, on va dire, au Japon, on va dire, entre guillemets métropole, à partir de 1921, quoi. Il y a un temps qu'il n'y avait plus de samouraïs, d'accord? Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire. Ensuite, est-ce que les militaires utilisent judo aikido karaté? Oui, dans leur entraînement, parce que comme disait Napoléon Ier, il ne faut pas laisser une armée sans rien faire, il faut toujours qu'elle bouge. C'est pour ça qu'on dit faire et défaire, c'est toujours travailler, ordre et contre-ordre. Hein. Il faut toujours travailler la résistance, l'agressivité du soldat. Il faut lui faire creuser des trous, faire 100 mètres plus loin et l'autre régiment arrive, il va boucher les trous. Vous voyez, il faut toujours faire et défaire de façon à qu'il y ait toujours une activité physique. Mais moi, quand j'ai fait de l'occupation au Larzac avec le 6e régiment parachutiste d'infanterie de marine où j'étais caporal-chef, on joue au foot. Moi, je faisais du karaté, hein, bien sûr. Hein. Quand je continuais à donner mes cours de karaté à ceux qui voulaient dans la compagnie, mais parfois, on joue au foot, on joue au ping-pong. Est-ce que le foot et le ping-pong sont des arts martiaux? Non. Est-ce que le karaté est un art martial? Non. Ça reste un sport dans une fédération sportive, avec des combats réglés, arbitrés, avec des protections, sur un sol bien déterminé, bien plat, bien réglé, bien réglementé. Vous verrez pas des mecs faire des compétitions de karaté sur un chantier ou dans une forêt. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre, hein, parce qu'il faut que le sol soit plat. Hein, ce qui avait fait dire d'ailleurs à la Butokukai, qui était une sorte de, comment on peut dire, d'association de protection des vertus du Grand Japon, c'est-à-dire que les maîtres d'arts martiaux, les vrais arts martiaux, les vrais maîtres, quand le Japon s'est occidentalisé, donc je vous l'ai dit, hein, 1864-68, hein, vers là, hein, eh bien, ils ont voulu conserver les valeurs de l'ancien Japon et ils ont continué à faire du kenjutsu, du kyudo, des choses comme ça. Et en tout cas du kyujutsu, du kenjutsu et du bujutsu, les arts martiaux japonais traditionnels de samouraï et de bushi, on va dire, de bushi. Et quand ils ont vu arriver le karaté, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une danse folklorique d'Okinawa peut-être. Okinawa n'a été annexé par le Japon qu'en 1890, hein, vers là. Donc c'est un petit peu comme le Maroc ou la Tunisie ou voire l'Algérie ou l'Indochine pour nous. Je veux dire, le couscous n'a jamais été un plat français, sauf pendant la colonisation, où les nems ou la soupe vietnamienne n'a jamais été un plat typiquement français. Sauf, bien sûr, quand l'Indochine faisait partie de la France. Hein. Donc, voilà, donc les Japonais disaient peut-être que votre espèce de danse folklorique sur un sol uni, avec des mouvements pré-réglés, c'est peut-être une danse, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'art martial et la réalité du terrain. Donc déjà, ça, c'était clair. Après, il y a eu des accords politiques, il y a eu, comme toujours, des réseaux. Bon. Et ils ont réussi à rentrer à la Butokukai. Ok. Mais au début, c'était compliqué, comme on dit. Quand on veut rien dire, on dit c'était compliqué. Quand on dit qu'il n'y avait pas encore assez de pots de vin, il n'y avait pas encore assez de machins politiques, de réseaux... non pas secrets mais discrets, bon, on dit c'était compliqué. Et je pense que c'est très important de faire la différence entre le sport de combat et l'art martial, c'est-à-dire les techniques de close combat qu'on apprend à l'armée. Par exemple, ceux qui ont fait l'armée, sûrement si vous étiez dans un régiment opérationnel, hein, comme le 6e RPIMA par exemple, où j'étais, ou d'autres régiments parachutistes, ou la Légion, eh bien, ou les fusiliers marins commandos, ou les cocoys, hein, les commandos de l'air, on vous a certainement appris dans les compagnies de combat à faire de l'attaque de sentinelle, à ramper, prendre le bonhomme, lui mettre un coup de couteau pour pas qu'il crie, etc. Ça, c'est du close combat, ça, c'est de l'art martial. Le tir, c'est de l'art martial. La communication par radio, coder les radios, c'est de l'art martial. Voilà, ça, c'est l'art militaire. Mars, c'est le dieu de la guerre, l'art militaire.
Est-ce que les katas, est-ce que les compétitions de judo, est-ce que ça sert à quelque chose là-dedans? Absolument pas. Si on sort même du cadre militaire, c'est-à-dire martial, et qu'on dit à quelqu'un une femme qui s'est fait violer dans le métro, ou un jeune qui s'est fait tabasser par 4 bonhommes bien organisés, qui comprennent bien leur langue, qui sont réfugiés, qui ont l'habitude d'être en groupe, ce qui n'est pas le cas des Français, eh bien, si on lui dit tu vas apprendre à te défendre et qu'on commence à lui montrer des katas, est-ce que vous pensez que le gars va dire attends, moi je me suis fait agresser, ou la nana, je me suis fait violer par 3 bonhommes, à quoi ça va me servir de faire ça? Et puis moi j'entends des gens qui disent non, mais les katas c'est intéressant parce que pour la coordination, pour le travail des articulations, ok, quand t'as 60 ans, quoi, je veux dire, ou alors quand t'es usé par tes mouvements, là, à 40 ans, t'as fait 20 ans de karaté, t'es bien usé, t'as mal au dos, parce que t'as le bide qui tire vers l'avant, t'as les hanches qui sont complètement fichues, les genoux aussi, beaucoup de karatékas ont les épaules, les hanches et les genoux en plastique. Vous en connaissez certainement très célèbres. Donc, est-ce que ça va intéresser quelqu'un qui veut absolument apprendre à se défendre, à faire des katas? Non. Est-ce que ça va intéresser à quelqu'un qui cherche à se défendre de lui mettre un protège-dents, un casque et donner des coups avec des gants à l'intérieur de lesquels vos mains sont gantées et vous êtes échauffé bien avant, et on vous demande de faire des techniques très particulières? Un direct, un crochet, un swing, un uppercut, des esquives. Est-ce que c'est intéressant? Ça peut aider une personne à limiter la casse. Mais s'il y a 3 bonhommes, ou s'il y en a dans le groupe, il y en a un qui a une arme cachée, ça ne servira à rien. Si quelqu'un vous tape dans les jambes, vous balaye, ça ne servira à rien. Donc qu'est-ce que l'art martial? L'art martial, c'est ce qui peut vous permettre de sauver votre vie actuellement. Je parle de l'art martial en tant que self-défense. Encore une fois, c'est comme la muscu. Vous avez l'art martial que vous allez faire, parce que vous croyez être un art martial, judo, aikido, karaté, jiu-jitsu brésilien, qui sont des sports dans les fédérations de sport. Eh bien, vous allez faire un échauffement, vous allez avoir une tenue particulière, donc ça va vous sociabiliser, vous allez faire partie d'un groupe. J'ai vu des gens qui font des cours, alors je ne sais pas si c'est Pencha, Krav Maga ou karaté des hauts gradés, ils s'applaudissent quand ils font à la fin du cours et tout ça, comme la danse, comme dans la danse aux États-Unis, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon, pourquoi pas, s'ils sont contents d'eux. Mais une fois que vous êtes dehors, vous n'avez plus de kimono, vous êtes plus chaud, vous êtes tout seul, et les agresseurs sont plusieurs. Comment vous faites? Vous n'avez pas les protections, vous n'avez pas de coquille, pas de protège tibia, pas de gants, pas de protège dents. Comment vous faites? Et ça le problème, les amis. Est-ce que psychologiquement, vous êtes prêt à affronter des combats par surprise contre plusieurs personnes, dont une personne peut être armée, et tout seul? Quel est le rapport entre le fait de gesticuler sur un tatami dans une salle avec de la musique et les gens s'applaudissent à la fin parce qu'on a bien réussi à faire les katas? Quel est le rapport avec... c'est bien, vous avez bougé, c'est mieux que d'être au bistrot, ou de se camer, ou de boire en cachette chez soi, ou de fumer des joints, quoi. C'est mieux. Mais d'un autre côté, je vois beaucoup de gens qui font ces trucs-là, ces katas musicaux, des machins comme ça, qui prennent des boissons, comment on appelle ça, des boissons caféinées, avant, ce qui est vraiment pas bon. Maintenant, j'ai vu qu'ils vendaient une espèce de sniffy, là, une espèce de cocaïne, enfin de la caféine à sniffer, ou bien du poppers depuis 2013 dans les bureaux de tabac. Voilà, donc tout est poussé aux gens à tricher, quoi. Si vous voulez bien performer dans le groupe et pas passer pour un con et être bien inclus dans le groupe, souvent vous allez tricher. Surtout si vous arrivez, vous n'êtes pas sûr de vous, un petit peu gros ou grosse, pas sûr de vous, comme ça, vous regardez les gens, vous voulez pas faire mal faire, pardon. Eh bien, vous avez tendance à prendre des petits shoots comme ça pour être à la hauteur des autres qui sont là depuis des années. Ça, c'est la grande erreur, hein. C'est pour ça que parfois il y a des cours par niveau. Les cours par niveau, les ceintures sont faits pour ça, les amis. Pas pour faire le cake, c'est fait pour ça, pour pas justement blesser quelqu'un qui débute. Alors en systéma, par contre, il n'y a pas de ceinture.
Parce qu'il n'y a pas de coup frappé vraiment, et puis on demande à la personne, est-ce que je peux donner tes coups dans ton ventre, comme ça, est-ce que tu sais les encaisser, et puis vous regardez ses yeux, vous frappez de plus en plus fort, et puis quand vous voyez que ça tourne mal, vous arrêtez tout simplement, mais vous pouvez dire au gars, mais toi tu peux y aller, hein, moi ça fait 10 ans que je fais ça, tu peux rentrer toutes tes forces dedans, moi ça pose pas de problème. Donc il y a un dialogue. Contrairement à d'autres dojos où on n'a pas le droit de parler sur le tatami, des choses comme ça, le systéma, ça se fait pas sur un tatami d'abord. Parce qu'il n'y a pas de tatami dans la rue. Et c'est donc beaucoup plus adapté. Et 80% du systéma, c'est pas de la technique de combat. 80% du systéma, c'est de la gestion du stress. C'est, on va dire, une sorte d'assouplissement en perdant justement les tensions. Et contrôle respiratoire, donc gestion du stress, toujours penser que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vous attaquent, et c'est entièrement basé sur, on va dire, la self-défense, c'est-à-dire la défense de soi, c'est-à-dire ne pas paniquer, ne pas se faire dessus, faire les bons gestes, évaluer la distance, évaluer le danger. Oui, c'est ça la différence. C'est pour ça que je dis que le systéma est un art martial. J'ai fait une vidéo déjà là-dessus où j'explique, parce que c'est pratiqué en Russie par les instructeurs des forces spéciales et des forces spéciales, et surtout les espions, surtout tous ceux qui vont derrière les lignes, pas ceux qui restent devant en tirant, hein, c'est autre chose. Hein. Le systéma dans un char d'assaut, ça va te servir à rien, mais par contre, sur le terrain, ça va te servir à tomber sans te faire mal avec un sac à dos, une arme dans les mains, un casque, un pare-balles, des rangers sur un terrain justement qui n'est pas un tatami comme ça, mais plutôt un terrain boisé, voire souvent c'est dans les pays slaves, c'est la neige. Hein. Alors quand vous avez 40 cm de neige et qu'on vous tire dessus, vous pouvez pas dire je vais faire une chute de judo et taper par terre. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous de la neige. Hein. Si c'est du béton ou des morceaux de branches, tu vas t'empaler là-dessus. Donc il faut faire une chute qui te permette justement d'absorber. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, surtout, c'est qu'une personne qui s'est fait attaquer, une personne qui a peur, si vous l'emmenez dans un dojo pour faire des katas, pour faire des sacs de frappe, etc., vous allez juste défouler la personne, mais ça ne sert strictement à rien. Enfin, je veux dire, à rien dans le cadre de lui permettre d'être plus sûr d'elle, et de la renforcer, on va dire, sur ses appuis, etc. Je vous donne l'exemple de je ne sais combien de profs de jiu-jitsu brésiliens qui se sont fait tuer, en Amérique du Sud, par exemple. D'autres, c'était des champions de MMA. D'autres, c'est des karatékas, Henri Play en parlait, qui se sont fait planter aux États-Unis ou en France. Moi, j'en ai connu à Marseille qui s'étaient fait planter, ou d'autres qui étaient videurs de boîtes de nuit qui se sont pris des coups de hache. Oh, il n'y avait plus de bras par la suite. Hein. Et puis, voilà, c'est important de pouvoir, quand vous pratiquez une technique, apprécier la distance, gérer votre stress, savoir quoi faire. Si vous connaissez 300 techniques, évidemment, vous allez être figé parce que vous ne savez pas quelle technique vous allez pouvoir employer. Si vous connaissez 0 technique, c'est pareil. Vous connaissez 0 technique, vous savez pas quoi faire. Mais il faut justement faut pas que les techniques que vous avez apprises, quand il y a des techniques, hein, faut pas que les techniques que vous avez apprises ne cassent votre, comment dirais-je, ce que Hatsumi Sensei appelait votre ADN, c'est-à-dire vous savez survivre, c'est-à-dire que votre père a survécu à la guerre, vos grands-parents ont survécu à la guerre, vous avez survécu pendant des générations à différentes guerres, quel que soit le pays où vous êtes. Donc, à l'intérieur de vous, dans votre ADN, vous avez des réflexes. Par exemple, si quelqu'un vous frappe, vous avez un réflexe de faire ça. Si vous faites ça, si le mec il a une hache, vous n'avez pas esquivé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas amorti, c'est-à-dire annulé la frappe. Vous allez rester devant comme ça, vous allez renforcer. Ce mouvement-là, comme j'explique souvent, c'est le bouclier et le glaive pour aller choper la carotide. Donc on tourne pour aller choper la carotide, par derrière la clavicule. Mais si vous faites ça, personne n'attaque comme ça depuis le XVIIe siècle à Okinawa. Voilà. Donc pensez à ça, il faut acquérir des bons réflexes qui ne tuent pas vos réflexes de défense. Quelqu'un qui tombe par terre aura tendance à se dérouler,
Alors que si on lui apprend à claquer sur du béton, vous allez faire sauter vos poignets, quoi. Voilà, donc c'est des petits détails. Que dire de plus quand on vous voyez des gens qui font de la self-défense, bah voilà, encore une fois, quand vous faites des techniques de combat, on va appeler ça comme ça, est-ce que c'est des katas? Est-ce que c'est juste des katas? Des formes apprises par cœur, en sachant que les katas ont été faits contre peut-être des armes, avec des mouvements où vous étiez en armure avec un bouclier et un glaive. Donc ça sert strictement à rien. C'est comme si je vous dis, on va travailler avec bouclier épée le Moyen-Âge, et après vous rentrez sur un ring et vous faites de la boxe. Est-ce que ça va être vraiment utile? Ce ne sera pas inutile. Mais est-ce que ça va être vraiment utile par rapport à un boxeur? Ben non. C'est ça qui est très important. Donc comme vous avez différentes sortes de buts et de techniques avec des haltères, renforcement musculaire, bodybuilding, haltérophilie, powerlifting, par exemple, eh bien, vous avez simplement, faisant des mouvements comme ça, des mouvements de combat sur un tatami, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire uniquement de la self-défense, mais pas pour faire des vidéos TikTok, pas pour faire le caïd devant les nanas, etc. Pas pour avoir l'esprit de dire je suis plus fort que l'autre, je peux lui casser la gueule, pas par esprit de vengeance. Il y a des gens qui se sont fait casser la gueule, qui s'inscrivent dans les clubs pour pouvoir justement retaper sur les gens. On voit ça dans les films, hein, donc c'est de très mauvais exemples. Vous pouvez faire des sortes de katas uniquement pour faire des démonstrations. Alors souvent c'est des katas à deux, bâton, sabre, ou des mouvements plus ou moins réalistes pour faire que de la démo. Dans ce cas-là, vous êtes un professionnel de la démo, vous êtes un artiste du spectacle, vous êtes un showman, comme il s'appelait... j'ai fait plusieurs démonstrations avec Jean Frenette. Voilà, Jean Frenette, par exemple, j'ai fait des démonstrations à Bordeaux avec lui, il est venu ici faire un stage. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez faire des techniques? Est-ce que vous voulez vous inscrire dans un club de combat pour apprendre à vous battre, dans l'espoir de casser la gueule aux gens ou de vous défendre? Est-ce que vous voulez faire de la compétition? Quels que soient vos buts, hein, faire le caïd, être un champion, avoir de l'argent, être professionnel, plaire aux filles, tout, ça c'est votre problème. Est-ce que vous voulez transmettre une technique ancestrale, comme dans le Bujinkan, quand on travaille comme le Yagyuchingan, le Bujinkan, voire l'aïkido, on essaie de transmettre une technique ancestrale qui n'est pas de notre culture, ni de notre continent, ni de notre époque. Mais voilà, c'est comme si tu fais du combat antique ou du Moyen-Âge, hein, du béour, des choses comme ça. C'est-à-dire que tu t'apprends à te battre comme combattaient, par exemple, les Celtes, les Romains, les Vikings, les guerriers du Moyen-Âge. Hein. Alors on voit ça dans les reconstitutions, on fait des démonstrations. Parfois il y a des compétitions, comme maintenant il y a des compétitions en gladiature, tu vois, par exemple. Donc ça, sûrement, c'est surtout pour le spectacle, c'est surtout pour à la rigueur faire de la cascade pour jouer dans les films, pour être figurant. Moi, je trouve ça très intéressant parce que quand c'est dans notre culture, hein, c'est très intéressant. Après, faire la même chose comme je l'ai fait pendant plus de 40 ans dans les arts martiaux japonais, pourquoi pas? Moi, j'adore le Japon, j'ai toujours aimé le Japon, je parle japonais, surtout quand je suis au Japon, comme je dirais. Nihongo nasemasu. Et puis, voilà, je me suis intéressé aux arts martiaux brésiliens, aux arts martiaux russes, aux arts martiaux antiques. Tout est intéressant quand vous vous intéressez en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui veut chercher les techniques de combat anciennes, etc., et comment on peut s'en servir actuellement. En gros, c'est le but de ma formation. Quand je parle de formation ad rob, j'ai terminé une formation ad rob avec des stagiaires, et toute l'année, on a travaillé sur qu'est-ce qui était utile, par exemple, dans les arts martiaux, les arts de combat celtes, la gladiature, les combats tels que faisaient les Romains. Qu'est-ce qui peut nous servir ici et maintenant, actuellement, au XXIe siècle, dans un combat de rue contre plusieurs personnes. Donc il y a des choses à apprendre.
C'est ce que j'étudie depuis 15 ans, 15 à 20 ans là-dessus. Même j'ai commencé, je crois que c'est en 81, donc ça fait plus que ça, hein, ça fait plus de 40 ans. J'ai commencé justement à chercher dans les techniques anciennes qu'est-ce qui pourrait être vraiment intéressant maintenant. C'est ce que faisaient les gens quand ils ont fait du close combat. Ils ont pris de la lutte gréco-romaine, entre guillemets gréco-romaine, hein, parce que on va dire la lutte, hein, le palais, orthopalais, je ne vais pas en parler plus que ça. Hein, on va aller dans l'archéologie sportive. Donc juste, ils ont pris la lutte, ils ont pris le jiu-jitsu tel qu'il arrivait, un peu de boxe française. Après, ils ont pris un peu de boxe anglaise, ils ont fait un peu de, peut-être mélanger, je sais pas moi, un peu de karaté, des trucs comme ça, mais voilà, pour essayer de combler tout ce qui leur manquait. Ceci dit, s'ils avaient cherché, ils avaient tout chez eux, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, encore une fois, tout dépend, comme disait Takamatsu Sensei, tout dépend pourquoi vous voulez faire des arts martiaux. Pourquoi vous rentrez dans un dojo. Quand vous rentrez dans un dojo, qu'est-ce que vous voulez faire et à quoi ça va vous servir? La motivation, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon les amis, je dois vous quitter parce que je sens que ça clignote et mes élèves vont arriver. Donc je vous dis à très bientôt.